Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence de l'UPV dont le thème est partenariat sportif, mécénat d'entreprise ou sponsoring. Alors, de nombreuses entreprises de toute taille sont sollicitées par des aides, pour des aides financières pour le bénéfice de sociétés ou d'associations de tout type. Les entreprises disposent alors de deux solutions pour les aider, le sponsoring, dénommé également parrainage, et le mécénat. Ces deux modalités répondent à des objectifs distincts pour l'entreprise avec un cadre juridique et fiscal spécifique. Alors, comment bien choisir entre mécénat et parrainage? Quels avantages et quelles incidences fiscales? Donc, pour aborder ce sujet, l'UPV a fait appel à deux spécialistes du cabinet Fidal que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, Pascal Lavie du pôle Fidal Sport et Stéphane Couchou du pôle mécénat et entreprise à impact. Alors, avant de leur passer la parole, j'en profite pour vous rappeler que l'édition VARUP de l'UPV 2021 se tiendra le 30 septembre prochain au Palais des Congrès Neptune à Toulon. Et cette année, le thème sera l'entreprise, c'est sport. Vous aurez donc la possibilité d'y rencontrer de nombreux partenaires et acteurs économiques, dont justement le cabinet Fidal. Donc la grande conférence accueillera cette année une personnalité du monde sportif, ancien sportif de haut niveau et président d'une grande fédération sportive. Je ne vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Ainsi que François Asselin, président national de la CPME. Donc, pour conclure, un petit rappel méthodologique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Et c'est Philippe Lemaire qui fera la modération. Je vous souhaite à tous une bonne webconférence et je passe la parole à Pascal Lavie. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'UPV pour son invitation et pour nous donner la parole pour traiter de ce sujet très intéressant qu'on aborde de manière très fréquente avec Stéphane Couchou sous des angles très différents. Je pense que le titre de la conférence est assez parlant. Donc, on va évoquer le sujet du mécénat et du sponsoring. Alors, quand on parle de sponsoring, c'est un anglicisme d'un point de vue purement juridique. Comme vous l'avez bien rappelé, on parle de parrainage de sportifs. Mécénat et sponsoring, en France, aujourd'hui, sont parmi les principales sources de financement du sport, en complément des sommes qui sont versées par les collectivités. Ce sont deux mécanismes et deux outils qui sont assez proches, parce qu'ils sont traités par les entreprises souvent comme des dépenses de communication, mais sur le plan juridique et le plan fiscal, ce sont des concepts qui sont très différents et qui répondent à des règles très différentes. Donc, c'est tout le sujet aujourd'hui de notre intervention. C'est pour vous permettre de faire la distinction entre mécénat et sponsoring et savoir identifier, autant que faire se peut, à quel moment il convient plutôt d'utiliser l'un ou l'autre. En ce qui nous concerne, Stéphane et moi travaillons sur ce type de sujet et on observe qu'il y a un vrai intérêt stratégique pour les entreprises qui le souhaitent, dans le cadre de leur participation au niveau du sport, de réaliser un panachage entre mécénat et sponsoring en fonction des effets notamment fiscaux qui peuvent en résulter et surtout des finalités qui sont recherchées en termes de visibilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc comme ça a été annoncé, nous aurons le plaisir d'être présents au salon VARUP. Nous aurons aussi le plaisir d'animer, de faire une petite intervention sur ce même sujet, une intervention qui sera certainement beaucoup plus pratique et mise en application de ces concepts juridiques. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter sous des aspects un peu plus juridiques et fiscaux ce que sont le mécénat et le parrainage sportif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous présenter rapidement le cabinet et nos activités. Pour ça, je vais laisser commencer Stéphane. Bonjour messieurs, dames. Merci effectivement à l'Union patronale du Var de nous donner l'occasion de vous présenter ces deux dispositifs. Donc effectivement, comme le dit Pascal, sous un angle technique aujourd'hui et beaucoup plus pragmatique et certainement sympathique dans le cadre du salon VARUP à l'automne prochain. Donc juste un mot, moi je représente une expertise au sein du cabinet Fidal qui s'appelle Fondation Mécénat et Entreprise à Impact. En fait, pour vous la résumer très, très simplement et rapidement, on applique la règle de 3 dans notre secteur d'activité. Tout d'abord, une approche en 3D, puisqu'on aborde dans ce cadre le droit, la fiscalité et la stratégie, donc le droit au sens très large du terme. 3 thématiques qu'on aborde dans le cadre de notre activité,
le mécénat, on va en parler aujourd'hui, en particulier d'entreprises, puisque nous accompagnons essentiellement les entreprises sur ces questions. Fondation, on met en place des fondations et notamment des fonds de dotation pour les entreprises qui portent une politique de mécénat. Et entreprises à impact, on travaille aussi beaucoup sur les questions de raison d'être, loi Pacte, société à mission, label Bicorp, qui ont souvent des liens très, très spécifiques avec la question du mécénat des entreprises. Et puis, pour finir sur cette règle de 3, donc 3D, 3 thématiques et 3 temps, nous accompagnons nos clients entreprises en 3 temps. On commence par définir l'architecture d'un projet de mécénat ou de société impact. Ensuite, on met en œuvre ce projet avec bien sûr des actes juridiques. Et enfin, on ne laisse pas l'entreprise au milieu du gué. On accompagne ce projet, on le suit dans son déploiement opérationnel. Voilà en substance ce qu'est FIDAL, Fondation Mécénat et Entreprise à Impact. Et donc, dans le cadre de cette activité, mon équipe accompagne essentiellement des entreprises de toute taille sur ces sujets-là. Un petit mot sur FIDAL Sport. Oui, alors pour ma part, je suis responsable régional du pôle FIDAL Sport au sein du cabinet. Alors c'est d'une part du droit du sport de manière très précise, mais c'est surtout un accompagnement juridique que l'on propose à l'ensemble des acteurs économiques du sport. Donc ça va des fédérations, des sportifs, des sponsors, bien évidemment. Donc, n'importe quelle entreprise s'intéresse au sport, on les accompagne sur tous ces sujets, sur comment bien intégrer toutes ces problématiques. On intervient également auprès des détenteurs de droits, donc organisateurs de compétitions privés notamment, ainsi que tous les professionnels du secteur, que ce soit dans le domaine de l'événementiel, de la communication ou du marketing. Donc, c'est vraiment une matière pluridisciplinaire et sur l'ensemble de ces sujets. Donc, moi, je fais le lien sur la spécificité sportive, comme on aime à l'appeler en la matière. Et ensuite, on intervient avec l'ensemble des spécialistes du cabinet, parce que c'est la force aujourd'hui d'un cabinet comme FIDAL, c'est que l'on a des experts de toutes les matières capables d'intervenir dans tous les domaines et dans tous les pôles que notamment Stéphane et moi-même représentons. Alors Pascal, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, comme tu disais, et on va justement montrer à nos participants comment notre double expertise est conjuguée pour accompagner des entreprises, des sportifs, des clubs sportifs sur ces questions de partenariat et donc qui prennent la forme soit de sponsoring ou de mécénat. Donc peut-être commencer par le slide suivant qui donne une définition juridique du parrainage ou sponsoring. Exactement. Donc, que ce soit pour le sponsoring ou le mécénat, on va fonctionner à chaque fois en 2 temps pour essayer de vous donner une grille de lecture la plus claire possible. On va voir les aspects juridiques et ensuite ce sera les aspects fiscaux. Alors de manière très simple, donc le parrainage ou le sponsoring est défini. Alors là, je vais lire, c'est un arrêté qui en donne cette définition. Donc, c'est un soutien matériel apporté par un parrain, donc en principe, dans le cas qui va nous concerner aujourd'hui, par une société, à une manifestation ou à une personne, un sportif, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. En réalité, de manière assez concrète, ça peut s'assimiler à un achat de prestations ou de services. Donc, le sponsoring sportif doit permet l'acquisition, ou en tout cas pour les sportifs et les organisateurs, la concession de droits dont le monopole leur est garanti par la législation. Donc là, on vous a donné 2 exemples. On parle des fédérations et des organisateurs qui ont un monopole sur les compétitions qu'ils organisent. Donc là, c'est des dispositions du Code du sport. Donc, seuls ces organisateurs ou fédérations sont habilités à céder des droits relatifs à l'organisation des manifestations ou compétitions dont ils ont la gestion. Si je prends un exemple très simple, pour les JO 2024, si vous souhaitez demain être partenaire des JO, vous êtes obligé de passer par le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui détient un monopole sur l'ensemble des droits associés à cette compétition. Et ensuite, vous avez un second monopole. Donc là, c'est de manière plus précise, qui va généralement concerner les sportifs, voire des structures de droit privé qui sont impliquées dans le domaine du sport. Ça peut être des écuries de compétition automobile, par exemple. Donc, que ce soit ces personnes ou ces sociétés, celles-ci sont détenteurs de droits qui leur sont propres, soit le droit à l'image pour les personnes physiques et très souvent tout ce qui est associé aux marques
pour les structures de droit privé. Donc là également, c'est une concession de leurs droits qui est faite dans le cadre de ces contrats de parrainage. Il faut retenir, Pascal, hein, je vois déjà les questions qui arrivent et on va faire en sorte de les intégrer dans notre développement. On a essayé de les anticiper d'ailleurs, mais c'est que le sponsoring, en substance, répond à une démarche commerciale. Enfin, l'objectif est commercial pour le sponsor, l'entreprise sponsor, qui attend qui doit, on va le voir pour des raisons fiscales aussi, en retirer des bénéfices directs. Hein, alors qu'on verra dans le mécénat, c'est une autre logique qui préside à ce dispositif. Exactement. Et bien entendu, on peut être partenaire à la fois de structures de droit privé, mais également de personnes physiques. Alors, il y a simplement certains garde-fous juridiques quand on le fait directement auprès de sportifs, notamment dans les conditions selon lesquelles ce parrainage est conclu. Il y a notamment il y a beaucoup de jurisprudence en l'occurrence sur des requalifications de contrats de sponsoring en contrat de travail. C'est dans le cadre de contrôle, c'est des sujets qui sont souvent épiés. Donc voilà, donc là-dessus, il y a tout un tas de règles à connaître et à bien maîtriser. Il faut être très juste. Enfin, c'est toujours le sujet. C'est une matière principalement contractuelle et il faut être très juste dans la rédaction de l'ensemble de ces accords. Donc, voilà pour la partie juridique. Concernant la partie fiscale, tout simplement, le parrainage sportif est considéré comme c'est une dépense de publicité, donc c'est une charge déductible au sens du Code général des impôts. La seule condition, c'est que cette dépense soit engagée dans l'intérêt direct de l'exploitation de l'entreprise. Pour cela, il y a 2 conditions cumulatives auxquelles il faut satisfaire. La première, c'est l'identification de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que demain, vous êtes partenaire d'un programme sportif ou d'une compétition. L'administration va rechercher si vous avez bien une visibilité effective qui vous est accordée. Donc, ça peut être, si vous êtes par exemple partenaire d'un club de foot, ça peut être des panneaux en bord de terrain, de la visibilité sur un maillot. Si vous êtes partenaire d'un pilote automobile, c'est de la visibilité sur le véhicule. Donc ça, c'est la première condition. Et la seconde, c'est la corrélation, je dirais, entre les sommes qui sont accordées et vous, la contrepartie que vous allez en retirer en tant qu'entreprise. Donc là, alors c'est une analyse qui est un peu plus subjective très souvent. Mais voilà, dans la plupart des cas, on a des grandes grilles de lecture qui nous permettent d'évaluer la justesse des fonds accordés à des sportifs ou à des programmes sportifs. Donc, voilà pour très rapidement pour le sponsoring. On y reviendra par la suite au travers de questions s'il y en a. Et maintenant, je vais laisser la parole sur la partie mécénat à l'expert en la matière. Alors, on reviendra peut-être sur les contreparties en matière de sponsoring qui ne se limitent pas qu'à la visibilité. Hein, il peut y avoir d'autres sujets sur les hospitalités hautes, mais bon, ça, si on a le temps, on développera. Le mécénat, lui, c'est toujours cet arrêté du 6 janvier 89 qui en donne une définition. On voit que la force juridique des définitions légales est très limitée. Hein. Un arrêté ancien de 89 qui donne ces définitions. Hein. Il y a très peu de textes en fait qui organisent réellement le concept de mécénat et de sponsoring. Donc pour le mécénat, c'est un soutien matériel apporté par le mécène sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. On va voir quels sont les bénéficiaires du mécénat. À une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activité présentant un intérêt général. Donc, dans le mécénat, il y a des sujets importants à avoir à l'esprit. C'est qu'en principe, il n'y a pas de contrepartie. Or, c'est le cadre juridique qu'on vous présente là. Vous verrez sur le slide suivant que dans le cadre fiscal, il y a des subtilités très intéressantes en termes de contrepartie pour les entreprises qui nuancent cette définition purement juridique. Et puis, le concept de mécénat est indissociable d'un autre concept qui est l'intérêt général, qui, lui, pour le coup, est très encadré au plan fiscal, puisque bien évidemment, le mécénat, bien évidemment, vous le savez certainement, alors que le parrainage se traduit par une simple dépense déductible du résultat imposable de l'entreprise, le mécénat, lui, va se traduire par une réduction d'impôt. Je vais y venir immédiatement. Dans le domaine du sport, une autre subtilité importante, alors on l'a mis dans le cadre juridique, mais c'est le cadre fiscal qui nous impose des pratiques du mécénat. Ce mécénat, dans le domaine du sport, se limite au soutien du sport amateur.
et pas du sport pro. Donc, si une entreprise veut soutenir le RCT en tant que société sportive, le RCT, ça ne pourra être le cas que dans le cadre du sponsoring et pas du mécénat. Si on veut soutenir un sportif de haut niveau, il faudra regarder si déjà, on va le voir avec l'organisme qui porte ce sportif de haut niveau, puisqu'on a là aussi des nuances avec le mécénat pour soutenir directement un sportif de haut niveau. Donc, il faudra distinguer si on veut soutenir ce SHN, ce sportif de haut niveau, s'il est amateur ou professionnel, pour savoir si, encore une fois, le mécénat est envisageable. Alors, c'est une contrainte importante, avoir l'esprit, mais bon, l'immense majorité des pratiquants sportifs sont amateurs en France. Si on regarde et on complète cette approche juridique par l'approche fiscale, donc sur le slide suivant, donc vous le savez, le mécénat d'entreprise est récompensé par une forte réduction d'impôts sur les sociétés, pour les entreprises sous forme de société, de 60%. Donc, quand une entreprise va donner 100, que ce soit en numéraire ou en nature, on pourra revenir aussi, si vous le souhaitez, sur les modalités de soutien en nature possible dans le cadre du mécénat. L'entreprise aura droit à une réduction d'impôt sur les sociétés de 60 sur 100 versés, en moins sur son IS. C'est une réduction d'impôt et pas un crédit d'impôt comme, par exemple, le crédit impôt recherche. Ça veut dire que cette réduction n'est pas remboursable. Si l'entreprise n'a pas assez d'impôts sur les sociétés à payer, à acquitter pour imputer cette réduction d'impôt, elle a 5 exercices pour reporter cette réduction et l'utiliser, mais au bout de 5 exercices, cette réduction, si elle n'a pas pu l'utiliser, elle est perdue. C'est pour ça qu'on dit bien réduction d'impôt et pas crédit d'impôt qui, lui, est remboursable par l'État. Voilà, donc 60%, bon, pour les grandes entreprises qui versent plus de 2 millions d'euros de dons par an, que ce soit des sportifs dans le domaine social ou autre, puisque le mécénat ne se limite pas qu'au domaine sportif, le taux passe à 40% à partir de 2 millions d'euros de dons. Chaque année, une entreprise peut donner 20 000 euros, si c'est une TPE par exemple, au titre du mécénat, ou si elle est plus importante, elle peut donner 0,5%, le texte dit 5 pour 1000, c'est la même chose, de son chiffre d'affaires hors taxe. Donc, il faut sortir vos calculettes pour voir, selon la taille de votre société, quelle est votre capacité de versement annuel. Donc, ça, c'est donc ce plafond de versement annuel qui va générer la réduction d'impôt de 60%. Et, très important, le mécénat n'est envisageable que si on soutient un organisme présentant un caractère d'intérêt général, ce qui exclut des sociétés commerciales, puisqu'une société ne présentant pas ce caractère d'intérêt général, elle ne peut pas bénéficier de mécénat en tant que bénéficiaire, pas en tant que mécène. Et donc, en pratique, le mécénat dans le domaine sportif va s'appliquer à des associations sportives, des clubs associatifs en particulier, amateurs, des fonds de dotation qui ont pour objet le soutien sous différentes déclinaisons possibles du sport, comme le fonds de dotation du RCT par exemple, ou des collectivités locales ou publiques qui peuvent bénéficier du mécénat en le fléchant vers des thématiques d'intérêt général, ce qu'on pratique assez fréquemment pour certaines collectivités, et notamment dans le domaine du sport, pour financer par exemple des infrastructures, des équipements. Voilà, donc c'est un sujet très important en pratique, c'est de pouvoir passer par une structure d'intérêt général, ce qui veut dire concrètement qu'une entreprise qui voudrait soutenir un sportif amateur ne peut pas le soutenir dans le cadre du mécénat directement, elle devra passer par une de ces organisations présentant un caractère d'intérêt général. Dans la définition légale du mécénat, on a vu qu'en principe, le mécénat était dépourvu de contrepartie, donc à l'inverse du sponsoring qui s'inscrit dans une finalité commerciale avec des retombées sonnantes et trébuchantes. Dans le mécénat, en principe, il n'y a pas de contrepartie, mais sous l'angle fiscal, l'administration fiscale, dans sa propre doctrine, nous ouvre des perspectives très intéressantes depuis des années, puisqu'il est possible que le mécénat étant une technique de communication, au même titre que le sponsoring, l'entreprise pourrait être affichée par l'organisme bénéficiaire. Donc, c'est une prestation que va rendre l'organisme bénéficiaire à l'entreprise en remerciement de son mécénat. Donc, si je donne 100 à une association sportive, par exemple, j'ai 60 de réduction d'impôt, plus des contreparties qui peuvent aller jusqu'à 25% de la valeur de ces dons. Donc, 60 plus 25, 85. Vous voyez, donc c'est quand même déjà potentiellement intéressant pour l'entreprise. Donc, la visibilité, mais aussi des contreparties sous forme de remise de services. Ça peut être l'accès à un espace appartenant à une association ou une collectivité, de la privatisation offerte aux entreprises mécènes en remerciement
de leur mécénat, par exemple. Sur les contreparties, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne pense pas qu'on va développer, parce que je vois que le temps passe rapidement. Ensuite, donc, si vous voulez bien passer au slide suivant, là maintenant, on va essayer d'être plus concret pour que vous appréhendiez vraiment les deux concepts. Hein. Donc, le souci en pratique, c'est que mécénat sponsoring se confondent et on comprend pourquoi. On essaie de résumer dans ce premier tableau les points communs entre ces deux dispositifs. Les points communs, c'est que légalement, les domaines d'intervention entre le mécénat et le sponsoring sont identiques, ce qui est une première source de confusion en pratique. Si on reprend les deux textes qu'on a cités avec Pascal, sous l'angle fiscal, les secteurs sont les mêmes, notamment le sport. Autre point commun, les modalités d'intervention sont identiques. On parle fréquemment de mécénat ou de parrainage en numéraire, sous forme voilà, ça peut être même sous forme de produit partage. Une entreprise va vendre un produit et à l'occasion de la vente de ce produit dans une approche très marketing, dire en achetant ce produit ou ce service, X euros ou X% de mon produit va financer tel sportif ou association sportive, ce qu'on appelle le produit partage. Ce sont des modalités d'intervention identiques. Par ailleurs, les deux modalités peuvent intervenir en nature, dons d'équipement, prestations de compétences, dans les deux cas. Hein, donc, autre point commun possible. Dans les deux cas, on a vu, ce sont des techniques de communication. C'est subtil, parce que dans le sponsoring, on recherche vraiment des retombées publicitaires. Dans le domaine du mécénat, l'entreprise mécène peut être affichée par le bénéficiaire, l'organisme d'intérêt général bénéficiaire. On va y revenir. Là, il y a des subtilités sur l'affichage, mais dans les deux cas, ce sont bien des techniques de communication. Et puis, défiscalisation, puisque dans le mécénat, on a vu que c'est une réduction d'impôt, mais dans le parrainage, si les choses sont bien faites pour l'entreprise, c'est une charge déductible, donc avec une économie à la clé d'impôt sur les sociétés. Donc, ces points communs sont importants à avoir à l'esprit. Ce sont, par ailleurs, comme je l'ai dit, souvent des sources de confusion entre les deux techniques. Comment on va les distinguer en pratique? Alors, on vous donne là quelques premiers repères. Le niveau d'affichage de l'entreprise. En fonction du degré d'affichage de l'entreprise, on saura si on s'inscrit davantage dans une finalité de type parrainage ou mécénat. Si on veut communiquer que sur le nom de l'entreprise, dans les deux cas, parrainage ou mécénat, on pourra envisager ces deux techniques. Si en revanche, on veut afficher une marque commerciale de l'entreprise, une de ces marques qui est distincte de la dénomination de l'entreprise, on s'inscrit clairement dans le parrainage. Ce n'est pas possible, pour des raisons fiscales, d'afficher une marque commerciale d'une entreprise en matière de mécénat lorsqu'elle est distincte du nom d'entreprise. Et puis les supports, plus les supports qui vont apporter de la visibilité à l'entreprise seront importants, plus on sera dans une logique de parrainage. Tout ça, on l'arbitre dans le cadre des conventions qu'on rédige avec Pascal, de conventions de mécénat ou conventions de sponsoring. L'importance des contreparties, on a vu que dans le parrainage, il faut des contreparties tangibles et quasi équivalentes au montant du soutien apporté dans le cadre du sponsoring, alors que dans le mécénat, on les limite à 25%. Donc, c'est un curseur aussi important. Et surtout, le choix du partenaire. Dans le parrainage, il n'y a pas de limite. Dans le sponsoring, sur le choix du partenaire, on peut soutenir une association, on va le voir, il peut y avoir des conséquences fiscales pour l'association, mais l'entreprise peut soutenir une association dans le cadre du sponsoring. Elle peut soutenir aussi et surtout directement le sportif, qu'il soit amateur ou professionnel. Donc ça, c'est une nuance importante et même essentielle par rapport au mécénat. Il peut soutenir, l'entreprise sponsor peut aussi soutenir une autre société commerciale. Hein, donc le choix du partenaire est beaucoup plus large dans le cadre du sponsoring. Et puis le formalisme, à partir du moment où on est dans une logique commerciale dans le domaine du sponsoring, le bénéficiaire du sponsoring émettra une facture, en principe avec TVA, au bénéfice de l'entreprise sponsor, hein, donc pour qu'elle puisse matérialiser sa charge déductible et récupérer la TVA correspondante. Alors qu'en matière de mécénat, l'organisme qui doit présenter un caractère d'intérêt général va émettre un reçu fiscal pour permettre à l'entreprise mécène de bénéficier de sa réduction d'impôt. Voilà donc pour ce qui est des grands critères, des principaux critères de distinction. J'espère qu'on a été complet et clair sur le sujet. Maintenant, si on rentre un peu plus encore dans le détail, on a deux derniers slides à vous proposer avant éventuellement de répondre à des questions plus précises. Pascal, peut-être résumer quels sont les principaux, alors pros and cons, donc quelles sont les principales opportunités et contraintes du sponsoring. Sur le sponsoring,
en synthèse de ce qui vient d'être dit, donc les principaux sujets. L'enquête du mécénat, comme vous l'avez vu, en tout cas sur le plan fiscal, l'avantage fiscal est limité à certaines sommes accordées au titre d'opération de mécénat. Dans le cadre du sponsoring, il n'y a pas de plafond sous réserve des règles fiscales particulières applicables au niveau des charges déductibles. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Le second, c'est bien entendu la visibilité que toute entreprise qui souhaite être sponsor, dont elle va bénéficier. Première chose, c'est le niveau d'exposition qui sera bien plus important que dans le cadre du mécénat. Et ensuite, une des distinctions qui est non négligeable, c'est que dans le cadre du sponsoring, la visibilité qui va vous être accordée ne sera pas limitée au nom de l'entreprise, mais pourra être étendue à sa marque ou à ses produits. C'est une des spécificités. Par exemple, demain, une entreprise donc est enregistrée sous un nom X ou Y, elle exploite son activité principalement sous une marque. Demain, en tant que mécène, la visibilité qui lui sera accordée, alors la contrepartie qui sera valorisée dans les 25%, se limitera uniquement à ce nom. Donc, alors, si je ne me trompe pas, ça peut souvent être le cas, notamment dans la grande distribution, où les enseignes Leclerc, Auchan, Carrefour ou autres sont souvent exploitées par des sociétés commerciales qui ont un nom qui n'a que peu de choses à voir avec le nom de l'enseigne. Donc ça, c'est une seconde particularité. Donc ensuite, une obligation déclarative limitée. L'opération de sponsoring, comme je le disais en préambule, ça se limite à une opération d'achat de prestations de services en réalité ou de prestations de services. Et enfin, le libre choix du sportif ou de la structure sportive que vous allez soutenir. Donc là, ça pourra être ou un sportif amateur ou dans le cadre du sport professionnel. Donc c'est un panel qui est bien plus large. Ensuite, dans le cadre du sponsoring, donc obligation de négocier avec le partenaire, donc des contreparties significatives, sans que ce soit pour autant disproportionné. On a parlé tout à l'heure des contreparties. Alors, ça peut être bien entendu de la visibilité, ça peut être également de la billetterie, des hospitalités. Il y a tout un tas de services qui sont accordés aujourd'hui par les clubs professionnels. Un accès souvent, les clubs ont des business clubs, donc c'est un accès à l'ensemble de ces réunions et ainsi de suite. Le cas échéant, le respect des législations qui sont applicables en matière de publicité, il y en a, par exemple, il y a d'importantes règles pour tout ce qui est lié à l'environnement notamment. Les boissons alcoolisées. Oui, également. Évidemment, c'est évident. Donc, tout ce qui est tabac, alcool aussi. Donc, bien sûr, toute cette réglementation qui est associée et qui est maintenant de plus en plus habilement contournée par les annonceurs. Et enfin, donc l'incidence fiscale que cela peut avoir. Donc, quand votre partenaire est un OSBL, donc un organisme sans but lucratif, principalement. Alors là, l'incidence sera plus pour le bénéficiaire du parrainage, où là, ça va, donc Stéphane est plus qualifié que moi sur ce sujet, mais ça va être considéré comme une activité lucrative pour cette structure. Oui, c'est pour compléter ce que tu viens de dire. Donc, sous l'angle fiscal, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est côté entreprise pseudo-sponsor, des contrôles fiscaux d'entreprises qui n'ont pas suffisamment négocié leur partenariat avec par exemple le sportif soutenu, et les contreparties sont trop faibles et l'administration fiscale a pu considérer que c'était en réalité un don déguisé et donc don déguisé, contrepartie insuffisante, acte anormal de gestion comme indiqué sur le slide, donc qui permet à l'administration fiscale de réintégrer la dépense de sponsoring dans le résultat imposable de l'entreprise. Et puis, côté bénéficiaire, effectivement, si on connaît des clubs associatifs qui bénéficient du sponsoring, ce n'est pas interdit, simplement, comme c'est une activité dite lucrative pour l'association bénéficiaire, il faut qu'elle puisse anticiper les conséquences de cette recette commerciale dans sa propre comptabilité, fiscalité. Donc, il y a des paliers en la matière. Une association, sachez-le, peut vendre des prestations lucratives, en ce compris le sponsoring, jusqu'à 72 000 € par an, sans qu'il y ait d'impact fiscal sur son régime fiscal au niveau de l'association, dès lors que ces recettes
commerciales, lucratives, qui ne dépassent pas 72 000 euros, sont accessoires par rapport à son budget global. Après, il y a d'autres paliers que je ne vais pas forcément développer ici, qui permettent à des associations ou à des fondations de bénéficier d'activités lucratives et donc du sponsoring. Mais voilà, tout ça doit être bien encadré pour une association qui souhaite bénéficier malgré tout de cette recette. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le domaine sportif, toutes les lignes de revenus sont les bienvenues pour soutenir ce secteur qui traverse la crise sanitaire avec beaucoup de difficultés. Une petite précision pratique, peut arriver qu'une opération de mécénat se transforme de manière automatique en sponsoring. C'est des sujets qui ont été traités par l'administration fiscale. Si on prend l'exemple du foot, notamment dans le cadre de la Coupe de France, auquel participent les clubs professionnels et amateurs. On connaît les grandes aventures de Coupe de France de ce que la presse appelle les petits poussés. Donc, c'est ces clubs amateurs qui atteignent des quarts, demi, voire parfois des finales de la compétition. Demain, vous êtes mécène d'un club amateur. Ce club se qualifie pour des phases finales qui vont être télévisées. Si votre marque apparaît à l'écran quand le match est diffusé sur, alors à l'époque France Télévisions, Eurosport aujourd'hui, l'administration fiscale peut rechercher, et ça a déjà été le cas, à requalifier cette dépense de mécénat vers du sponsoring, parce que en réalité, un panneau de bord de terrain que vous allez avoir toute l'année dans le cadre d'une compétition amateur, c'est du mécénat. À partir du moment où elle va être elle va devenir télévisuelle et vue par un très grand nombre de personnes, la contrepartie dont vous allez bénéficier va mécaniquement s'amplifier et du coup, on va rentrer dans le cadre du sponsoring. Oui, alors cette position de l'administration, on peut la critiquer parce qu'il faudra bien distinguer en pratique pour reprendre cet exemple, selon que l'entreprise s'est engagée avant la compétition au cours de laquelle le club a un parcours remarquable, ou de l'entreprise opportuniste qui soutient le club alors qu'il est déjà bien lancé dans la Coupe de France. Bon, voilà, c'est des exemples, il y a beaucoup de subtilité en la matière, mais l'exemple est intéressant, c'est que la ligne jaune entre les deux dispositifs, les deux techniques, sponsoring, mécénat, n'est pas toujours évidente à cerner. Donc, c'est pour ça que nous, on accorde beaucoup d'importance à la rédaction de la convention de partenariat entre l'entreprise et ici une association, par exemple, pour la qualifier en parrainage ou en mécénat selon, encore une fois, la volonté, l'intention des parties à cette convention. Oui, pardon. Parce que là, on est justement sur un sujet sur les contreparties et la communication. Là, c'est la contrepartie par rapport soit à un don, soit à un sponsoring. L'entreprise qui est soit donateur, soit mécène, elle, quelle communication a-t-elle le droit de faire? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a évoqué le fait que le Code général des impôts, l'article qui vise le mécénat des entreprises, l'article 238 bis du Code général des impôts, reconnaît expressément que le mécénat est une technique de communication et donc cette disposition légale mentionne que le nom de l'entreprise, pas sa marque commerciale, c'est les distincts, mais le nom de l'entreprise peut être associé à l'opération de mécénat qu'elle soutient. Par qui? Par l'organisme d'intérêt général qu'elle soutient. Donc la prestation de communication, de visibilité est offerte en remerciement par l'organisme soutenu. Et l'administration est venue préciser récemment quelle était la valeur économique de cette visibilité offerte par l'association ou la fondation à l'entreprise mécène. Si l'association a un rayonnement local, régional, la valeur de cette contrepartie est estimée à 5% de la valeur du don. C'est important puisque je vous ai dit que globalement, les contreparties sont limitées à 25%. Donc, sur les 25, on prend 5% pour une association à rayonnement régional. Si l'association a un rayonnement, alors par exemple, l'association, comme on le voit dans le fil des questions du RCT, qui a priori soutient le sport amateur et donc éligible au mécénat, a priori, sans faire offense au RCT, l'association a un rayonnement régional. Donc les entreprises qui soutiennent cette association savent que si leur nom est affiché par l'association RCT, ça a une valeur de 5% et donc il resterait 20% pour organiser les autres contreparties possibles à remettre à l'entreprise mécène. Si l'association a un rayonnement supra-régional, national ou international, l'administration nous dit que la visibilité, dans ce cas-là, a une valeur de 10%. Ce
qui nous laisse donc 15% pour les autres contreparties. Voilà les subtilités dans lesquelles nous embarque l'administration fiscale, mais c'est quand même des éléments importants quand on négocie un partenariat, parce qu'après, les organismes, les associations se mettent en ordre de bataille pour développer une offre de partenariat aux entreprises qui repose sur un barème des contreparties, sur une présentation d'un catalogue de contreparties en plus de la visibilité. Et ça, c'est la visibilité qui est offerte légalement par l'association ou la fondation soutenue par une entreprise. Mais après, l'entreprise, elle, est libre, et là c'est hors cadre fiscal, de communiquer sur son mécénat porté à telle association, sa propre communication interne et externe, à condition que dans la convention de mécénat, que l'on recommande vivement, on ait pu organiser l'échange de signes entre les deux entités, c'est-à-dire que l'entreprise va accepter que l'association utilise le logo d'entreprise avec son nom pour que la visibilité soit organisée au niveau de l'association, et inversement, que le logo du club sportif, par exemple, soit concédé pour les besoins de la communication de l'entreprise, et que tout ça soit bien quand même à minima encadré pour pas que l'image d'une association, par exemple, soit galvaudée, surexploitée par une entreprise mécène. D'où l'importance, encore une fois, de la convention. Mais ce qui est important de noter, c'est que la communication par l'entreprise sur ses engagements sociétaux, et notamment en matière dans le domaine sportif, est relativement libre. Donc, c'est un double niveau d'avantage en termes de communication sur lequel on voulait mettre l'accent. Une petite question sur le mécénat. Donc, le bénéficiaire le bénéficiaire du don doit impérativement être un organisme d'intérêt public. La petite PME, TPE, comment elle s'assure que la structure qui vient la solliciter est bien un organisme d'intérêt public? Pour répondre à votre question, Philippe, on va peut-être passer au dernier slide, qui est le pendant du précédent, mais oui, non, mais ça va tout à fait dans l'esprit. Donc là aussi, en résumé, quels sont les avantages et les inconvénients du mécénat? Principaux avantages, c'est quand même une réduction d'impôt qui, sur le papier, est plus intéressante qu'une simple charge déductible pour l'entreprise, mais calculée donc sur la valeur du don en numéraire ou de la valeur du don en nature. Et là, il y a une subtilité, c'est que si je donne, par exemple, des équipements que j'ai en stock, parce que je suis un Décathlon, par exemple, l'assiette de calcul de la réduction d'impôt se fait pas sur le montant du prix affiché en magasin, c'est la valeur en stock, c'est-à-dire le coût de revient de tout ce que je vais donner en nature. Donc, cette règle-là, elle est importante pour les entreprises qui veulent faire du mécénat en nature, prestations gratuites, prêt de main-d'œuvre, c'est possible, mais très encadré, don ou prêt d'équipement. Tout ça se fait sur la base du coût de revient et pas du montant margé pour lequel l'entreprise aurait vendu ce bien ou ce service. Autre avantage, donc on l'a vu, c'est la communication, donc ça je l'ai développé, mais qui est limité au nom du mécène et pas sa marque commerciale, c'est les distingues, et les autres contreparties, donc tout ça dans la limite des 25%. Et puis, autre intérêt aussi du mécénat côté bénéficiaire, le fameux organisme d'intérêt général, on dit intérêt général et pas utilité publique, un autre concept dans le domaine des organismes sans but lucratif. Intérêt général, c'est vraiment un concept purement fiscal. C'est que la recette de mécénat, elle est totalement neutre pour l'association ou la fondation qui en bénéficie à partir du moment où elle remplit les conditions d'intérêt général. Alors, c'est quoi les conditions d'intérêt général? C'est vrai que pour une TPE, savoir si un club sportif notamment est d'intérêt général, c'est pas forcément évident. Cette analyse se fait sous la responsabilité de chaque organisme qui prétend pouvoir bénéficier du mécénat et émettre des reçus fiscaux à ses mécènes. Alors, sachant que là, ce matin, on parle que des entreprises, mais une association peut aussi recevoir des dons des particuliers avec un régime fiscal encore plus intéressant de réduction d'impôt sur le revenu à 66%. Mais donc, ces organismes doivent faire leur autodiagnostic, en principe, pour savoir s'ils remplissent les conditions d'intérêt général. Les conditions d'intérêt général, c'est pas évident, elles sont au nombre de 6. Ce sont des conditions cumulatives. Il y a une seule condition légale et les 5 autres sont posées par la doctrine de l'administration fiscale avec laquelle il faut compter, puisque la jurisprudence fiscale les valide techniquement et donc elles nous sont opposables. Alors, je vous le résume très rapidement parce que ça risque d'être un peu trop technique. Mais donc, la première des 6 conditions qui est posée par le Code général des impôts, c'est que l'organisme bénéficiaire, donc en pratique, des organismes sans but lucratif ou, dans certains cas, des collectivités locales ou publiques, doivent intervenir dans l'un des domaines
d'intérêt général visés par le Code général des impôts, et notamment le sport amateur. Mais il y a le social, l'environnemental, l'art, la culture, le patrimoine, les sciences, l'enseignement supérieur, l'éducation, etc. Donc, seule condition légale. Les 5 autres, je vous les résume très rapidement. Il y en a une qui est importante dans le domaine du mécénat et du sponsoring, qui peut découler sur une requalification en sponsoring, c'est l'absence de relations privilégiées entre une association et une entreprise. Alors, quand on est mécène, on a une relation, mais elle n'est pas privilégiée. La relation privilégiée, ça veut dire, en fait, cette association, ce fonds de dotation est le faux-nez de l'entreprise. On a créé ce véhicule pour, en fait, développer le business de l'entreprise de manière évidente. Voilà, donc ça peut aboutir sur énormément de questions en pratique, mais on pourra peut-être reprendre l'exemple de l'écurie avec le dirigeant qui crée son écurie. Justement, il y avait des questions qui allaient peut-être dans ce sens. Je ne sais pas si c'était ça qui était visé. Une entreprise qui veut soutenir son propre événement sportif, voire soutenir l'activité sportive de son dirigeant, est-ce qu'on ne tombe pas justement sous ce que vous êtes en train de présenter? Alors, je vais dérouler. Voilà. Vous verrez que ce cas de figure est fréquent. Alors, il peut être effectivement retoqué sous l'angle fiscal comme étant ne répondant pas à ces 2 secondes des 6 conditions existantes d'une relation privilégiée. Alors, c'est embêtant parce que quand on est en relation privilégiée, l'organisme n'est pas éligible au mécénat, donc ne peut pas émettre des reçus fiscaux et souvent il est fiscalisé comme une entreprise classique, donc c'est double peine. Je vais poursuivre les conditions, puis après tu vas avoir, si tu veux bien. 3e condition, l'organisme doit présenter une gestion désintéressée. C'est pour ça qu'en pratique, le mécénat ne s'applique pas à une entreprise commerciale, à une société commerciale, parce que les dirigeants sont rémunérés ou ils peuvent se percevoir des dividendes. Donc, c'est une condition qui est adaptée au monde des organismes sans but lucratif. 4e condition, exercer des activités non lucratives, c'est-à-dire non concurrentielles. Ce sont des critères très techniques là aussi, mais il ne faut pas que l'association soit fiscalisée parce qu'elle exerce une activité identique à une société commerciale. Et là, on a des questions dans les clubs sportifs, même amateurs, des clubs de tennis, des clubs d'équitation qui peuvent être en concurrence avec des structures commerciales qui exercent la même activité. Avant-dernière condition, ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Ça veut dire qu'on ne fait pas une association pour qu'elle soutienne derrière un sportif, ce serait trop facile, ou un fonds de dotation, et a fortiori si ce sportif c'est le dirigeant d'entreprise, donc on va en venir d'une entreprise. Et dernière condition, vous voyez que c'est très très spécifique, les activités doivent être exercées en France ou dans l'espace européen. Je vous la fais très courte, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà 6 conditions que chaque association, fondation, fonds de dotation doit analyser. Alors, nous, on a des outils pour les analyser avec des questionnaires de diagnostic d'e-mécénat pour valider l'éligibilité de tel organisme à ces 6 conditions. L'organisme peut aussi engager une procédure dite de rescrit auprès de l'administration fiscale pour se faire valider le respect de ces 6 critères. Une procédure qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas sans risque en pratique. Mais voilà, dans le rappel technique de ce concept d'intérêt général qui préside à l'application du dispositif mécénat. Et c'est normal puisque le dispositif étant très avantageux, très incitatif, réduction d'impôts, qui a un coût sur les finances publiques, il est normal que les organismes bénéficiaires remplissent un certain nombre de conditions assez restrictives. Alors, si on reprend l'exemple au travers de ces 6 critères du dirigeant qui a une société qui crée une association pour en réalité financer l'exercice de son sport, que ce soit de la conduite automobile, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 des critères qu'on ne respecte pas. Il y a 2 choses à accompagner. D'abord, c'est est-ce qu'on est dans une situation de mécénat ou de sponsoring. Quand on est dans le cadre du mécénat, nous, on a connaissance de quelques situations. Alors, il y a une question, c'est le RCT par exemple. En fait, toutes les équipes de sport professionnel, que ce soit dans le foot, le rugby, le basket, fonctionnent avec des tandems parce que en réalité, à partir d'un certain niveau de recettes ou d'une certaine masse salariale, une association sportive qui a une activité qui devient professionnelle, qui a un certain niveau de compétition, a obligation de constituer une société commerciale. Et en réalité, on a un tandem, on a un véhicule associatif et un véhicule société commerciale. Il y a eu des tentatives en fait de la société commerciale d'alimenter l'association au travers d'opérations de mécénat. Et en réalité, ça a été retoqué par l'administration fiscale. Et nous, en ce qui nous concerne, on a connaissance d'un rescrit fiscal aussi en ce sens qui a été fait récemment dans le domaine du foot. Et l'administration a maintenu cette position parce qu'elle
considère à juste titre en réalité que la société commerciale, déjà il y a une relation privilégiée entre cette société et l'association, et qu'au demeurant, en réalité, elle venait financer sa propre formation. Donc des jeunes qui ensuite deviendront professionnels dans le cadre de la société commerciale. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect mécénat. Sur le sponsoring, alors il y a une pratique qui est certaines disciplines où la pratique était très connue. Je sais notamment dans le domaine des sports mécaniques où on peut avoir des dirigeants qui financent leur participation à des compétitions au travers de leur société. Alors, pour le sponsoring, la pratique est tolérée dès lors que l'on répond aux conditions qui sont imposées par l'administration fiscale pour les charges déductibles. Donc, en pratique, ce que contrôle l'administration commerciale, c'est que qu'il y a bien une visibilité de l'entreprise qui est affichée sur le véhicule, que les fonds qui sont alloués ne sont pas disproportionnés par rapport à la visibilité qui est accordée et ce qui se fait de manière générale en la pratique. Très souvent, dans la jurisprudence dont on a connaissance, l'administration fiscale, quand elle valide l'opération, elle vient constater que les sommes publicitaires allouées à la participation du dirigeant à une compétition quelconque représentent une partie qui n'est pas majoritaire des dépenses publicitaires de la société. Et dernier critère, si on parle des sports mécaniques, elle vient également souvent constater que le dirigeant a une certaine habilité pour participer à ce type de compétition. Donc dans ce schéma-là, elle vient valider l'opération. En revanche, si vous participez à une compétition automobile financée par votre entreprise en tant que dirigeant et que sur le véhicule, il n'y a aucune visibilité et aucune promotion pour l'entreprise, à ce moment-là, elle remet en cause la déductibilité de ces fonds. Deuxième exemple, la jurisprudence vous a aussi donné pour exemple le cas d'un dirigeant qui finançait dans le cadre de sponsoring un club sportif, et en particulier sa société commerciale dont il était l'actionnaire majoritaire et le président. En réalité, l'administration fiscale est venue requalifier les sommes qui étaient allouées. C'est surprenant ou non, elle est venue requalifier ces sommes comme des revenus capitaux mobiliers pour le dirigeant. En réalité, elle est venue considérer que c'était de manière indirecte des sommes qui normalement lui devait percevoir, qui étaient attribuées à la société commerciale qui exploitait l'activité sportive. Donc voilà. Donc c'est que ce soit dans le mécénat, dans le cadre du mécénat, c'est fortement déconseillé. Parce qu'on a du mal à remplir les conditions qui sont posées par la doctrine fiscale. Dans le cadre du sponsoring, c'est envisageable. Faut toutefois être vigilant sur la mise en œuvre de l'opération. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est aménager cette opération de telle sorte qu'on soit capable de démontrer auprès de l'administration fiscale que l'on rentre bien dans les conditions qui sont posées pour que ce soit une charge au sens du Code général des impôts. Alors, donc, pour compléter et terminer sur ces éléments et répondre aussi à la dernière question là, qui vient d'être posée, mais n'hésitez pas à en poser quelques-unes, je crois qu'on a encore une dizaine de minutes devant nous si nécessaire. J'ai indiqué dans les avantages du mécénat, c'est la neutralité fiscale pour le bénéficiaire s'il remplit ces fameuses conditions d'intérêt général, mais à partir du moment où l'organisme bénéficiaire, donc en pratique un organisme sans but lucratif, ou encore une fois une collectivité locale ou publique, remplit ces conditions, il n'y a pas de plafond. Ça veut dire qu'on peut recevoir 100 € ou plusieurs millions d'euros. Donc, il n'y a pas de limite parce que ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que l'entreprise bénéficie, mécène, d'une réduction d'impôt. Le bénéficiaire ne paye pas d'impôt sur une recette non lucrative, donc pas de TVA, pas d'impôt sur les sociétés. Et par ailleurs, il bénéficie d'une exonération de droit de donation qui est lié à la réduction. Enfin, le texte renvoie au mécanisme de réduction d'impôt et donc au respect des 6 conditions. Donc, ce qui est d'ailleurs catastrophique pour une association qui ne remplirait pas ces conditions et qui reçoit des dons, parce que potentiellement, elle paierait dans ce cas-là un droit de donation au taux prohibitif de 60%. Quand on se donne entre nous, entre personnes tierces, des dons, on s'accorde des dons, on est obligé de payer un droit de donation au taux de 60% qui s'applique à une association qui ne remplirait pas ces fameuses conditions d'intérêt général et qui percevrait des dons. Mais à partir du moment où ces conditions sont remplies, il n'y a pas de plafond de versement de ressources côté association, alors qu'il existe, comme on l'a vu, un plafond de versement par entreprise mécène. C'est d'ailleurs donc la première contrainte qui est mentionnée sur ce slide concernant le dispositif mécénat.
ce plafond de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires annuel qu'on peut atteindre assez vite pour les entreprises qui souhaitent s'engager. Et comme on suit aussi les questions de loi Pacte, de recherche d'impact en matière sociale ou environnementale des entreprises, qui souvent se traduisent aussi par un engagement en matière de mécénat plus important, ce sujet nous interpelle et on a d'ailleurs des arguments, si ça vous intéresse, techniques pour qu'une entreprise puisse éventuellement renoncer à la réduction d'impôt et donc à ce plafond de versement pour comprendre ces dépenses de mécénat dans ses charges déductibles au même titre que le sponsoring. Mais c'est un sujet là aussi très technique. Autre contrainte du mécénat, on l'a vu, c'est un affichage qui exclut toute communication sur une marque de l'entreprise si elle est distincte de son nom. Les contreparties, c'est important, existent, mais elles sont plafonnées à 25%, alors qu'en matière de sponsoring, elles ne le sont pas. Et les obligations déclaratives sont aussi plus importantes pour l'entreprise, puisque, bon, on a parlé du reçu fiscal émis par l'organisme bénéficiaire, mais après, dans la liasse fiscale annuelle d'une entreprise, vous avez des imprimés fiscaux spécifiques qui permettent de suivre la réduction d'impôt et notamment son étalement sur 5 ans si on dépasse les plafonds de versement, mais aussi et surtout, depuis 2 ans, l'obligation pour les entreprises qui donnent plus de 10 000 € chaque année, toute action de mécénat confondue, ça peut être une somme de petits dons, de déclarer les bénéficiaires dans cette liasse fiscale et les éventuelles contreparties dont elles ont bénéficié. Voilà, donc c'est un formalisme qui est gérable, mais qui quand même est un peu plus contraignant que ce qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Voilà donc pour la synthèse sur les avantages et les inconvénients du sponsoring. Je vois une autre question. Comment formaliser le contrat pour éviter un redressement URSSAF? Bon, c'est toute notre ingénierie contractuelle qu'on essaye de mettre en place pour justement. Alors là, le cas type que soulève la question qui nous est posée, c'est l'entreprise qui soutient un sportif directement. Physique. Donc ça, c'est des questions que tu vois très fréquemment. Tu peux peut-être. Oui, c'est un vrai risque parce que en fait le risque il est double. Il est du côté de l'URSSAF en cas de contrôle, mais il peut aussi venir du sportif, parce que malheureusement, on a connaissance des situations où le sportif pourrait être tenté en réalité de faire requalifier son contrat de sponsoring en contrat de travail. Donc, c'est des pratiques, ça c'est déjà vu, j'imagine, entre un sportif, son partenaire qui se quitte en mauvais termes, il pourrait être tenté. En réalité, là, c'est purement, comme dans le cadre de tout contrôle lié à la matière sociale, on regarde un faisceau d'indices pour savoir si on arrive ou non à qualifier une relation de travail entre la personne qui est parrainée et l'entreprise qui parraine. Donc là, on va écarter en réalité tous les codes liés au contrat de travail, autant que faire se peut. Donc les grandes lignes qu'il peut y avoir, en fait, c'est les mêmes règles que l'on peut avoir en matière de sous-traitance quand on rédige des contrats, quand on fait intervenir des sous-traitants, des artisans ou autres. On essaye de s'éloigner de tout ce qui est du lien de subordination, des modalités de paiement. Enfin, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas figé par les textes, c'est arrêté par la jurisprudence. C'est comme dans beaucoup de matières, ce que nous on appelle un faisceau d'indices. En réalité, il y a tout un tas de petits éléments, soit contractuels, soit pratiques, que l'administration va contrôler ou la justice, selon le cas dans lequel on se trouve, va rechercher pour savoir si on est dans une situation ou non d'un contrat de travail. Parce qu'en réalité, le risque qui est là, c'est de venir requalifier le contrat de sponsoring en contrat de travail, que ce soit côté URSSAF ou côté sportif. Voilà, c'est l'analyse qui va être faite. Donc là, c'est purement… Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire qu'en substance, il faut que le sportif garde une certaine marge de liberté dans l'exercice de sa discipline sportive? Totalement, il faut qu'il soit indépendant. Il faut limiter tout ce qui est lié au reporting. Il y a pas mal de jurisprudence où il y a eu des requalifications qui sont fondées sur l'obligation du sportif, par exemple, de participer à certains événements promotionnels pour le parrain, à des obligations en termes de citation de l'entreprise qui parraine dans le cadre de ses apparitions. Il y a… Encore une fois, c'est des petits détails qui, pris isolément et s'ils sont uniques, permettent d'éviter la requalification. Mais dès lors qu'on commence à les cumuler, on se rapproche de la qualification de contrat de travail, avec tout ce que ça entraîne, bien évidemment, derrière. Alors, sur le dernier slide, vous aurez de toute façon nos coordonnées. La présentation qu'on vous présente
vous sera adressé par nos amis de l'Union patronale du Var. Juste un petit complément, il y a un mois, nous avons organisé pour un réseau qui s'appelle l'ANDES, qui est le réseau qui fédère le monde du sport et notamment des élus locaux, une conférence spécifique avec Madame la ministre des Sports sur la défiscalisation des cotisations des adhérents aux clubs sportifs associatifs, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clubs sportifs associatifs sont impactés très, très directement et fortement par la crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, on a rédigé un courrier officiel validé par Bercy et par le ministère des Sports, si ça vous intéresse, expliquant comment une association sportive peut proposer à ses adhérents de renoncer au remboursement d'une quote-part de la cotisation auquel ils ont droit, puisqu'ils n'ont pas pu pratiquer leur sport, et en renonçant à ce remboursement, bénéficier de la réduction d'impôt mécénat. Donc là, on est dans le mécénat des particuliers, pour les adhérents qui ont la chance de payer l'impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66%. On l'explique dans le cadre de cette conférence. Donc, ce qu'on fera, c'est on vous mettra aussi donnera le lien vers cette conférence et surtout le courrier en question officielle, si ça intéresse certains d'entre vous, pour que vous en sachiez un peu plus. Mais l'idée, c'est de vous dire que le mécénat peut aussi s'appliquer au niveau des particuliers sous d'autres formes, comme l'abandon de revenus, comme certaines cotisations ou renoncement à une créance. Et ici, le fait d'abandonner, de renoncer à un remboursement d'une cotisation versée à un club sportif, c'est un abandon de créance. Et donc, ça peut être aussi du mécénat. Donc, vous voyez que le sujet potentiellement est très large. Je ne sais pas si, Philippe, il y avait d'autres questions L'impact du Covid sur tout ce qui est la relation entre le mécène ou le sponsor et celui qui reçoit le don. Voilà, c'était en grande partie répondu. Je crois qu'on va conclure parce que l'heure tourne vite. Le sujet est très intéressant. Il me reste à remercier donc Pascal Lavie et Stéphane Couchou pour leur intervention. Vous pouvez les retrouver en replay et ils seront là, ça a été dit en introduction à VARUP, donc ça sera l'occasion aussi d'échanger directement avec eux. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine web conférence qui aura lieu le 15 juin prochain sur le thème de l'organisation des secours dans l'entreprise. Je vous souhaite une bonne journée à tous et encore merci. Au revoir. Merci. Au revoir.